s'est pas mal déchiré, ça a été pas mal compliqué. J'ai été amené aussi par le jeu à devoir lui mentir. Pour commencer une histoire d'amour, c'est compliqué. C'est pas des conditions normales d'une histoire d'amour paisible. Et du coup, l'histoire d'amour qu'on connaît en a découlé. Je m'appelle Bastien Grimal, alias Bastos. Je suis né le 24 mars 1988 à Mulhouse, la classe, l'Alsace. Mon enfance, c'est un long fleuve tranquille. Mon papa est kiné, ma maman prof de PS. J'ai grandi dans le sport du coup. J'ai un petit frère, une petite sœur. Je suis très proche de ma famille nucléaire. On est une famille très stable. Mes parents sont toujours ensemble, fous amoureux l'un de l'autre. Je viens d'une famille hyper, j'ai pas envie de dire commune, parce que malheureusement le commun c'est pas ça, mais comment dire, idéal. J'étais très bon à l'école moi, j'ai vraiment jamais eu de problème là-dedans. J'étais pas un grand travailleur, ça m'intéressait pas de ouf. Moi j'étais plus dans le sport et puis les jeux vidéo, etc. Mais j'avais des facilités, donc je suis toujours passé tranquille dans les meilleurs de la classe et ça s'est toujours bien passé pour moi. J'ai eu mon bac S avec mention, je sais plus quoi, bien, un truc comme ça. Puis j'ai fait une prépa HEC et puis une école de commerce, j'ai fait Kedge. Et j'ai un double master en marketing du luxe et des cosmétiques et en finance. Mais j'ai pas fini à Kedge Marseille, c'est-à-dire qu'après 2 ans, je suis parti à New York en césure. Et j'y suis resté et j'ai fini par correspondance. L'origine de mon surnom Bastos, c'est ma maman qui m'appelait comme ça quand j'étais petit, quoi. Elle m'appelait Bastos ou parfois Bastianus. Le choix était vite fait. Moi, j'avais pas fini mes études quand j'ai commencé le mannequinat à New York. En fait, j'étais parti en césure là-bas. J'avais un peu menti à mes parents en leur disant que tout allait bien se passer, que j'étais payé, que j'allais me débrouiller pour mon logement, etc. Puisque j'avais des tonnes d'opportunités en France et si je décidais de partir aux États-Unis, pour eux, il était normal que je me débrouille. J'ai respecté le deal, je me suis débrouillé, mais c'était pas tout rose. J'étais un peu en galère. Je crois que j'ai payé mon premier loyer au bout d'1 an et demi. Avant ça, c'était du squat. Pendant les 2 premiers mois, je vivais avec 2 $ par jour, 2 tranches de pizza le midi et je bouffais des sandwichs invendus le soir. Vraiment, les débuts à New York, ça a été la galère. Et ce qui m'a un peu sorti de cette galère au départ, c'est le mannequinat. Je me suis fait recruter par Abercrombie & Fitch pour être greeter. Je me suis fait recruter dans la rue. Alors là-bas, la manière dont ils recrutaient, c'est pour recruter des beaux gars, ils envoyaient des jolies filles. Et pour recruter des jolies filles, ils envoyaient des beaux gars. Du coup, moi, Michel, quand elle m'a abordé, je voulais vraiment son numéro de téléphone, même si je savais que j'avais pas de visa pour travailler chez Abercrombie & Fitch. Donc je suis allé à l'entretien, j'ai récupéré le numéro de téléphone de Michel et après j'ai dit bon, en vrai je vous ai menti, je peux pas travailler ici, j'ai pas de visa. Et ils m'ont dit mais pourquoi tu essayes même de travailler ici? Tu devrais être mannequin. Et eux, ils ont l'habitude des gens qui n'ont pas de visa. Ils vont te donner de l'argent de poche, ils vont t'aider, ils vont te mettre bien dans tous les sens du terme. Tu vas manger gratuit, tu vas vivre gratuit. T'inquiète pas, ils peuvent t'avancer tout l'argent que tu veux. J'ai fait quoi? Vas-y, hein, moi je suis trop chaud. Dans l'après-midi, je parcourais les rues de New York pour aller voir les agences dont ils m'avaient donné les adresses. Et alors, la première agence que j'ai visitée, Request, mon premier agent, Gaspard, m'a recruté et il a dit tu vas nulle part ailleurs, toi mon gars, tu restes ici, on va t'aider et puis on va faire de toi une star. Donc je ne suis pas devenu une star dans le mannequinat, mais ça m'a permis de vivre très confortablement, de plus en plus confortablement durant mes 8 années à New York. C'est sûr qu'il y a plein d'anecdotes super que j'ai vécues à travers le mannequinat, des moins super aussi. J'ai vécu pas mal de propositions indécentes. J'ai déjà un photographe qui m'a demandé pour combien j'allais le sucer. Mais il y a plusieurs fois où je me suis énervé, je me suis retrouvé dans des situations un peu compliquées. Mais après, j'ai eu aussi plein de bons moments grâce au mannequinat. J'ai voyagé énormément, j'ai rencontré des gens de folie. J'ai fréquenté des lieux où je pouvais croiser des célébrités. J'ai des anecdotes avec tout le monde. Avec A$AP Rocky, avec Paris Hilton, avec Chloé Moretz, avec Lady Gaga, avec Kanye West. J'ai rencontré tous ces gens-là. C'est cool quand même. Il y a aussi plein de bonnes anecdotes. New York, c'est ça, c'est la ville où
tout est possible. Une fois en soirée, en after after show, un peu select, un peu VIP, Paris Hilton m'a demandé de jouer son mec pour éloigner un gars qui arrêtait pas de la faire chier. Et on s'est embrassé. Après 7-8 années à New York, moi New York je l'ai vraiment vu comme un jeu. C'est-à-dire waouh, ici tout est possible. Ici on te donne ta chance. Ici t'as les crocs, t'as envie de travailler, t'es un peu sociable, t'es un peu cool, tout est possible. Tu peux monter très très vite les échelons et dans plein de jobs différents. J'ai pas fait que du mannequinat, le mannequinat c'était mon métier principal. Mais j'ai fait des trucs aussi loufoques que promener des chiens ou bosser dans un garage qui faisait du tuning pour des voitures de luxe. J'ai fait énormément de choses là-bas. Et au bout d'un moment, ce jeu, j'ai eu l'impression un peu d'avoir fait le tour, d'avoir gagné. Ça y est, je gagnais hyper bien ma vie à la fin de New York. Je gagnais 200 000 balles par an. Je vivais confortablement, ça me changeait des squats où j'avais commencé, ça me changeait des galères dans lesquelles j'avais pu être au départ. Et en fait, du coup, en bossant 3 jours par semaine en mannequinat, je gagnais très bien ma vie. Je commençais à m'ennuyer un petit peu, je connaissais un peu tout le monde, je connaissais un peu tous les clubs, mais surtout, ça y est, j'avais fait le tour et ce qui me manquait, c'était ma famille. Et du coup, je commençais à me dire, va falloir que je sois attentif à partir de maintenant. Et ça, c'est un truc que vraiment j'ai appris là-bas, en devenant un homme là-bas. Les opportunités, elles se présentent à toi et c'est à toi d'être aux aguets, d'être prêt à les saisir. Et du coup, à ce moment-là, je me dis, ok, là, il va falloir que je fasse attention, que je sois bien attentif parce qu'à un moment, je vais avoir l'occasion de rentrer en France parce que mes parents me manquent, parce que j'ai envie de voir mes grands-parents vieillir, parce qu'il leur reste plus tellement de temps, parce que j'ai envie de voir mon petit frère avoir des enfants, parce que j'ai envie de voir ma petite sœur avoir des enfants, parce que j'ai envie d'être avec eux, j'ai envie que tous ces gens-là soient proches de moi. Et du coup, j'ai commencé à être attentif. Et 3 semaines après, j'étais à Los Angeles sur un taf, je faisais du mannequinat pour des jeans. Et j'ai été appelé pour faire Secret Story. Alors bon, au téléphone, je leur ai dit, écoute, c'est cool. Honnêtement, le concept, il me fait marrer. Ça me dirait bien. Moi, j'ai regardé un peu toutes les téléréalités américaines, pas les françaises. J'ai regardé un peu toutes les téléréalités américaines et c'était un milieu qui m'intéressait. Non pas pour forcément en faire partie, mais dans la manière dont ce format avait conquis le monde entier. C'est-à-dire que moi, j'ai grandi, quand j'avais 12 ans, la télé-réalité n'existait pas. En France, le Loft est arrivé, aux États-Unis, Jersey Shore est arrivé, et en quelques années, il n'y a plus une chaîne de télé dans un pays du monde où il n'y a pas une télé-réalité. Donc moi, ça m'intéressait cet essor fulgurant, et lorsqu'on m'en propose une, je me suis dit, et si j'allais enquêter un peu de l'intérieur? Et je leur ai dit, c'est cool, mais par contre, le problème, c'est que moi, je ne vais pas rentrer en France juste pour faire un casting. J'ai une belle vie, je gagne quand même bien ma vie. Si je rentre, c'est pour une bonne opportunité, c'est pas pour une opportunité d'opportunité. Donc, j'aurais dit ça et ils m'ont dit, t'es où là? J'aurais dit, je suis à Los Angeles et ils m'ont dit, c'est une dinguerie parce que en ce moment même, la directrice de casting, qui est la femme de Benjamin Castaldi, qui est la sœur de l'ex-femme de Bob Sinclair, est en vacances chez Bob Sinclair à Los Angeles et tu peux aller la voir dans l'après-midi pour passer ton casting. Dans Secret Story, mon secret, bien que je leur en ai proposé d'autres, mon secret, il a été très cool. C'était être l'alibi d'un couple secret. Donc moi, je devais faire semblant de sortir avec la fille pour cacher le fait qu'elle était en couple avec un autre garçon dans la maison. Alors il est hyper bien ce secret, parce que c'est mieux qu'un truc de sa vie à cacher et à essayer d'embrouiller les esprits. Là, c'est de l'acting. C'est génial. Comment tu vas faire pour faire croire aux gens que tout d'un coup tu t'éprends d'une autre fille, comment tu vas faire pour manager la jalousie qui va pouvoir émerger de la part du copain de cette fille qui va quand même te voir en train de l'embrasser, en train de la câliner toute la journée. Il y a des nuits où j'ai dormi avec elle et à côté il y avait son mec qui dormait dans le lit d'à côté. Je veux dire, comment tu gères les égos et les jalousies et les émotions
des 3 personnes dans ce trio secret finalement. Il était hyper cool mon secret. Alors que ça commençait hyper bien et que je m'entendais vraiment bien avec tout le monde et que je me marrais et que tu as vraiment l'impression au départ d'aller en vacances avec des nouveaux potes quoi, d'une certaine manière. C'est vite devenu très très difficile. Bon, il y en a qui le vivent bien, moi l'enfermement ça a été très compliqué pour moi. J'ai été amené de par voilà, l'histoire du jeu et la manière d'écrire le jeu et la manière de la production de faire avancer tout ça, à trahir des gens, à mentir, et finalement à me retrouver un peu très vite avec beaucoup de monde ado, voire à certains moments tout le monde ado. J'ai été aussi isolé pendant un moment dans une pièce secrète où les 2 seules personnes qui me rendaient visite une fois de temps en temps étaient des personnes qui étaient venues pour me faire péter un câble, pour me nuire. Toutes ces choses-là ont fait que pour moi ça a été vraiment très difficile. Maintenant ça a été très difficile, mais j'ai quand même été quasiment le personnage central de cette aventure, même si je ne l'ai pas gagné. Mais ce qui est sûr, c'est que dans la difficulté que ça a représenté, ça m'a fait énormément grandir, ça m'a endurci. J'ai vécu une expérience que finalement personne ne vit dans sa vie. C'est même pas quelques personnes, c'est personne. C'est-à-dire que même les autres gens qui ont participé à la Secret Story n'ont pas vécu l'aventure que moi j'ai vécue et la difficulté que moi j'ai traversée. Malgré les difficultés, dans cette aventure, j'ai trouvé l'amour. J'ai eu une histoire très passionnelle, extrêmement passionnelle, avec le profil typique recruté par les téléréalités. Encore une fois, un autre exemple, le profil typique. Et dans un certain sens, je représentais aussi, d'un point de vue familial et enfance, le profil typique pour un garçon. Et il s'est passé ce qui se passe toujours, c'est-à-dire on s'est pas mal déchiré, ça a été pas mal compliqué. J'ai été amené aussi par le jeu à devoir lui mentir. Pour commencer une histoire d'amour, c'est compliqué. C'est pas des conditions normales d'une histoire d'amour paisible. Et du coup, l'histoire d'amour qu'on connaît en a découlé. Lorsqu'on est sorti de Secret, c'était très tumultueux, aussi tumultueux qu'à l'intérieur. Et puis, s'ajoutait à ça le traumatisme d'avoir été enfermé pendant 3 mois, d'avoir été isolé, d'avoir été seul contre tous. Même elle s'est retournée contre moi. Et tout ça, ça a mis du temps à disparaître. J'ai mis du temps à me relever. Pendant quelques mois après Secret, je ne pouvais même pas fréquenter ma famille. C'est-à-dire que j'avais besoin de ne parler à personne et d'être uniquement en contact avec les gens avec qui j'avais participé à cette aventure. Je suis parti en croisière avec mes parents et mon frère et ma sœur et je me rappelle qu'avec Mel, on était devant le bateau et on passait quasiment pas de temps avec ma famille. Ma famille partait en randonnée et nous on restait au bateau ou on restait à Aïla et vraiment j'étais traumatisé. Et un jour je me suis réveillé et j'ai fait « Wow, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qui s'est passé en fait ?» Moi, l'important, c'est ma famille, l'important, c'est les miens, l'important, c'est mes proches. Et je me suis réveillé, c'était après 3 mois. Après 3 mois. Et ce jour-là, je me suis juré que si je reparticipais à une télé-réalité, je ferais très attention de garder bien la tête sur les épaules, de garder du recul. Moi qui allais dans Secret Story en faisant le mec qui y allait pour enquêter et pour voir comment c'était la télé-réalité de l'intérieur, en fait, je me suis fait complètement prendre au jeu. Je me suis retrouvé complètement premier degré et je me suis retrouvé complètement enfermé. Et malgré ça, j'ai de nouveau souffert dans Les Apprentis Aventuriers. Alors j'ai plus souffert de ma relation amoureuse que d'autres choses. Après Les Apprentis Aventuriers, j'ai décidé d'arrêter définitivement. Voilà, la télé-réalité ne me rendait pas heureux et j'avais besoin de la quitter et de faire autre chose. Je regrette pas du tout d'avoir fait de la télé-réalité. Je regrette pas du tout d'avoir été dans ce monde-là. Je regrette absolument rien de mon comportement. J'ai toujours été fidèle à mes valeurs. Bon, tout le monde fait une fois de temps en temps des erreurs et lorsque j'en ai fait, je les ai admises et j'ai présenté mes excuses et j'ai essayé de faire un monde honorable.
Je regrette pas mon parcours en télé-réalité. J'ai rencontré des amis, j'ai des vrais amis qui viennent de télé, que j'ai rencontrés en télé. Je pense par exemple à Mathias, je pense à Darko, que j'ai rencontré dans Secret Story, qui aujourd'hui fait plus de télé. Je pense à Paga et Giuseppa. C'est des gens avec qui je continue à échanger tous les jours et que je vois régulièrement. Ouais, j'ai des vrais amis et finalement, je veux dire, ça vaut tout l'or du monde, ça vaut toute la souffrance du monde d'avoir récupéré un ami. Donc ouais, j'ai des vrais amis. Je pourrais pas dire que je regrette rien que pour ça. Et puis, dans l'autre sens, personne ne m'a jamais forcé à en faire. C'est moi qui suis retourné en télé. Ce serait vraiment fou de dire que je regrette, alors que j'y suis retourné 12 ou 13 fois. Je vois le mec. Et maintenant, en fait, bah, comme tout ce que j'ai fait dans ma vie, la télé-réalité, je l'ai faite intelligemment, je ne l'ai pas faite naïvement. Et j'ai bien gardé les yeux ouverts, même si à des moments je me suis un peu égaré dedans et que parfois j'ai été un peu premier degré ou que je suis tombé amoureux des mauvaises personnes. Avec Rafou Peps, tout a commencé avant qu'il me connaisse. C'est-à-dire que moi je le voyais, son comportement dans les émissions de télé. Et bah, de la même manière que quand j'étais en CP, ce gars-là, il me sortait par les yeux. Je ne pouvais pas me le voir. J'avais du mal. J'avais vraiment du mal. Et je me disais, un jour, celui-là, je vais le croiser. Et on va voir qui est le plus futé de nous deux. Et un jour, il s'avère que Rafou Peps est venu parler d'exposer ses enfants sur les réseaux sociaux. C'est vrai qu'il y avait pas mal de stars de télé-réalité qui commençaient à avoir des enfants. C'était la première génération. Donc, ils commençaient à avoir des enfants et très vite, les enfants sont devenus une source de revenus inestimable. Aujourd'hui, ce qui vend le plus sur les réseaux sociaux, c'est la famille, les gosses. Ne vous trompez pas, les gens qui exposent leurs enfants pour des vues et pour de l'argent. Le truc en dessous, c'est le couple. Puis le truc en dessous, c'est voilà, les ruptures et les petits clashs. Mais le mieux qu'on puisse faire pour gagner plein d'argent, c'est faire un gosse. Ça, c'est imparable. Et il n'y avait pas tort d'une certaine manière, Rafou Peps. C'est vrai que si tes enfants, tu as envie de les protéger, et étant donné qu'on n'a aucune idée et aucun vécu et aucun recul et aucune expérience sur ce que peuvent devenir ces enfants surexposés pour l'instant, il n'avait pas tort, je veux dire, prudence avec tes enfants si tu les aimes. C'est-à-dire que aussi bien il a fait plein de choses mauvaises dans sa vie à la télé qu'on peut discuter, etc. Aussi bien, là, le mec il disait pas forcément de la merde, il le disait avec ses mots, donc ça sonnait un peu ignorant et débile, mais il disait pas forcément de la merde, et du coup, bah, je l'anéantis quoi, je l'anéantis sur d'autres choses que finalement le vrai débat. Et du coup, le gars pète un câble. Et là, je crois que c'était Benjamin Castaldi qui présentait. Et il commence à perdre pied un peu. Il dit waouh, on se calme là, qu'est-ce que tu fais? Puis ça commence à parler d'appeler la police et tout. Enfin, waouh. Et puis du coup, le mec, bah, finalement, il réagit avec ses mots, avec sa personnalité. Et il m'attend à la sortie, il veut me taper, quoi. Comme le bully de l'école. Le bully de l'école, quand tu l'as humilié parce qu'il faisait des choses pas bien, bah, il t'attend à la sortie et il veut te taper parce qu'il ne sait pas répondre autrement. C'est ce qui s'est passé. Et bon, finalement, un jour, j'ai appelé Rafou Peps et je lui ai dit, écoute, la raison pour laquelle moi je suis venu et la raison pour laquelle je te suis rentré dedans, c'est pour ton comportement en télé, c'est pour les autres choses que tu as faites. Et du coup, viens, on parle. Et on a discuté. On a discuté ce jour-là. Je pense qu'il a écouté, je pense qu'il a compris et je pense qu'il a changé par la suite. Je pense qu'il a changé. Je pense qu'il, même si malheureusement il a été écarté de la télé, je pense qu'il s'est adouci, il a pris du recul par rapport à son comportement. Et il me disait, mais moi je m'en rends pas forcément compte. Et puis il a aussi son histoire, et puis il a aussi ses blessures, etc. Et en fait, finalement, la sagesse de quelqu'un, c'est être capable à un moment de finir par écouter la critique et essayer de s'améliorer. Et du coup, aujourd'hui, on n'est plus en guerre avec Rafou Peps. Et bon, disons qu'on ne se fréquente pas, mais on n'est plus en guerre. Et on peut discuter une fois de temps en temps de manière hyper posée. La télé-réalité, ça rend pas riche, en tout cas pas
voilà, en tant que tel, c'est-à-dire que la télé-réalité, ça paye pas énormément. Alors c'est quand même énorme par rapport à ce que gagnent beaucoup de gens qui galèrent finalement dans la France et dans le monde d'aujourd'hui. Mais ça gagne pas énormément par rapport aux millions de gens qui la regardent. Voilà, on gagne rien par rapport à ce que ça rapporte. Maintenant, on peut transformer cette exposition en beaucoup d'argent. Et il y en a qui sont devenus très très riches. Il y en a qui sont devenus très très riches. Il y en a qui montrent beaucoup de richesse, mais qui sont fauchés comme les blés. Et il y en a aussi qui montrent très peu de richesse, et ceux-là sont très très rares, et qui ont une vie extrêmement confortable. La télé-réalité, ça peut rendre riche, ça peut rendre heureux, ça peut rendre très pauvre, et ça peut rendre très malheureux, et ça peut rendre très malade. En général, on est payé, lorsqu'on a une certaine ancienneté dans la télé, on est payé entre 1500 et 2000 € la semaine. Alors, ouais, ça paraît énorme, sauf qu'un tournage, c'est 2-3 semaines, et que des tournages, faut vraiment être au sommet, à ton apogée, pour en faire 2 ou 3 dans l'année. La plupart du temps, tu n'as pas de tournage. Donc finalement, au ratio, c'est pas énorme, parce que tu auras gagné 1500, 2000 balles 3 fois, ou 4 fois, 4 semaines ou 5 semaines dans toute ton année. Bon, c'est pas énorme, et surtout, c'est vraiment rien comparé à l'argent que ça rapporte, ce genre de programme. Les Van Date, c'est un concept que j'ai lancé sur ma chaîne YouTube après quand même, je pense que j'avais 2 ans d'ancienneté sur YouTube. J'avais sorti quelques concepts, j'ai commencé avec l'abstinence, quelques expériences sociales. Mais ouais, les Van Date sont arrivés assez vite, et l'idée des Van Date, c'était de faire un compromis entre ma vie, ce qui moi me faisait kiffer, et ce qui ferait kiffer mon audience. Comment je prends la van life qui intéresse personne, et en vivant ma passion et ma vie de rêve, je trouve un concept qui intéresse tout le monde, c'est-à-dire rechercher l'amour. En plus de ça, ça se prêtait bien à ma situation conjugale, célibataire, du coup, j'ai lancé ce concept. Je l'ai lancé il y a 3-4 ans. Ça a super bien marché, et puis surtout ça s'est terminé sur un énorme coup d'éclat où j'ai un énorme coup de cœur pour une fille. Alors que je suis à l'aube de recommencer la télé-réalité, j'envisage ce jour-là d'annuler mon tournage et de me mettre en couple avec cette fille pour qui j'ai un coup de cœur instantané, et je me prends un bâche. Et j'en pleure carrément. J'en pleure, j'ai eu un coup de foudre, j'en ai pleuré, j'ai appelé ma maman. Et du coup, je finis cette saison en montrant quelque chose de vrai, en montrant quelque chose d'intense, en montrant quelque chose d'émotionnel, et surtout en montrant quelque chose que personne s'attendait à voir. C'est-à-dire des meufs qui participent à ça, on se dit que peut-être voilà, leur cœur est quasiment déjà conquis. En fait, c'est pas du tout le cas. Quand tu rencontres quelqu'un, et pour passer du temps avec quelqu'un, peu importe qu'il soit célèbre, peu importe que tu l'admires sur les réseaux depuis hyper longtemps, peu importe. Je me prends un énorme bâche, ça me fait mal, et je décide de montrer cette sensibilité, comme je montre à peu près tout sur les réseaux, et ça plaît énormément, et du coup, toute la série explose. Toute la série explose, et à la suite de ça, vu que je me retrouve quand même célibataire, je refais finalement de la télé-réalité après 4 ans d'absence, parce que, pourquoi je repars dans la télé-réalité? Parce que j'ai l'impression d'avoir loupé quelque chose. J'ai l'impression que je ne me suis pas amusé. J'ai l'impression que j'ai juste souffert en fait. Pendant Secret et les apprentis aventuriers, j'ai l'impression que j'ai juste souffert, que j'ai juste eu mal. Et je suis persuadé qu'il y a un moyen de participer à ça en s'amusant. En fait, ça, je le découvre après. Je le découvre après, une fois que j'ai du recul, une fois que je connais un peu ce milieu, une fois que j'y vais pour d'autres raisons, que je me laisse un petit peu moins faire, que je suis un peu moins naïf. Et là, j'ai réussi à m'amuser. J'ai réussi à m'amuser tout en apprenant plein de choses, tout en me faisant des amis. Et donc, je suis retourné en télé. Et à partir de là, j'ai été très souvent en couple, et j'ai plus relancé les Van Date. Parce qu'il est hors de question de faire des Van Date en ayant déjà une copine.
Et donc j'ai un peu changé le concept et à chaque fois que je sortais avec une meuf, bah, on faisait un van date ensemble. C'est-à-dire qu'on partait en aventure et je vloguais. Et ça a hyper bien marché, ça s'est hyper bien passé, mais c'était pas vraiment le concept originel. Et dernièrement, étant célibataire et libre cet été, j'ai pu relancer le concept et ça m'a fait hyper plaisir, c'était hyper cool, bonne vibe, les vidéos sont trop cool, ça a hyper bien marché, tout le monde en parle. Avec YouTube, tout est possible. Avec YouTube, tout est libre. C'est-à-dire que je peux créer le contenu que je veux tant que je respecte les règles. Les règles, c'est pas de sexe, c'est pas d'injures, c'est pas de violence. Tant que tu respectes les règles, avec YouTube, tu peux faire tout ce que tu veux. Et c'est pour ça que moi, j'ai jamais eu besoin de personne. C'est pour ça que j'ai jamais été l'esclave de personne. C'est grâce à YouTube. Donc vive YouTube. Et je pourrais faire aujourd'hui tout ce que je veux. Ce qu'on peut me souhaiter pour le futur, bah juste, c'est que je continue à être heureux. C'est que je puisse passer encore plus de temps avec mes parents, avec ma famille, avec mon petit frère, ma petite sœur, leurs enfants, mes nièces et neveux, et continuer à juste être heureux. Moi, tout me va, je suis en paix et même si je suis secoué, une fois de temps en temps, quand je m'érige contre des grands pouvoirs néfastes, eh ben, je suis en paix avec mes valeurs, donc je suis en paix, je dors bien la nuit et c'est tout ce qu'il me faut.